chers amis du Cercle Aristote, bonjour. Aujourd'hui, je reçois un camarade, le camarade Aymeric Monville. Alors, je sais déjà parce que quand je parle de lui quand il n'est pas là, et que je l'appelle camarade, il y a un ou deux commentaires rageurs et vengeurs. Donc, je te fais pas ton passif, Mon passé est un passif. Voilà, le stalinien, genre nord-coréen, enfin tout ça. Et donc sur toutes ces choses-là, je réponds assez rapidement. Premièrement, j'appelle camarade qui je veux et je reçois qui je veux. Jusqu'à preuve du contraire, je suis comme dirait l'autre, je suis chez moi. Et c'est tout à ton honneur. Donc en plus, je tiens à le dire parce que là, je tiens à le dire d'autant plus que nous avons eu, tu t'en rappelles, il y a quelques années, quelqu'un que j'ai pas l'honneur de connaître, mais qui était diplomate français et qui a été accusé de même chose que toi par rapport à sur l'affaire coréenne, si tu te rappelles. Et pas exactement la même chose, heureusement, parce que sinon je... Tout à fait. Mais si tu veux, il est, pour quelqu'un qui était de toute évidence à peu près totalement innocent, et c'est une affaire qui est montée dans les tours pour pas grand-chose. Donc je tiens à dire une chose, les positions de... Innocente en tout cas, c'est même pas... Innocente, donc à un moment, il faut aussi faire attention aux accusations qu'on laisse porter, et comme c'était dans notre rubrique commentaires, je préfère y répondre tout de suite, en réalité, sur le point de vue en réalité, ton point de vue sur ces questions-là est un point de vue de non-ingérence stricte, c'est-à-dire qu'on n'a rien à se mêler des affaires des deux Corées. Bon. Oui, non, c'est surtout un pays, le Corée du Nord est un pays qui a droit à sa souveraineté comme n'importe quel pays. Et après, on peut comprendre, vu la guerre de Corée, qu'ils ne considèrent pas les États-Unis comme leur libérateur premier. Il suffit juste de regarder une histoire de la Corée, c'est tout ce que je demande de faire. Je m'en tiens à ce point de vue. Non, mais c'est parce qu'à un moment, aujourd'hui, si tu veux, comme tout le monde est agent de machin. Non, mais voilà, moi qui est pris agent du Kremlin et agent du PCC, donc je préfère dire à tout le monde qu'on se calmer et qu'à un moment, au lieu de jouer le joueur, essayons de jouer le ballon de temps en temps, merci bien. Donc, et justement, pour jouer le ballon, donc pour jouer les questions de fond, ça me permet de parler de ton dernier ouvrage, donc qui est paru aux éditions Delga, dont tu es fondateur, et alors j'ai rendu hommage plusieurs fois à la qualité de vos travaux, parce que vous avez quand même publié beaucoup de très bons livres sur, entre autres, l'alter-histoire de la guerre froide. Et là, tu viens avec un de tes co-auteurs, Gabriel Rockhill, Requiem pour la French Theory, et je voulais que tu nous en parles parce que dans les milieux qui sont les miens, il y a une aversion pour la quasi-totalité de l'école de la déconstruction, pour les effets anthropologiques réels ou supposés qu'on prête à leur théorie, pensée, fumisterie, ça dépend à qui tu t'adresses. Mais on entend très peu la critique marxisante. Et on entend encore moins, parce que c'est les deux objets de ton livre, enfin de votre livre écrit à quatre mains, la critique stratégique. Parce qu'en réalité, la French Theory, comme beaucoup de mouvements intellectuels de l'après-guerre, n'est pas née toute seule. Elle a reçu de l'aide, et elle a reçu l'aide particulièrement de certains services américains, de la CIA entre autres. Du moins, c'est ce que vous avancez. Donc on va aller plan par plan déjà, parce que toi, beaucoup de souverainistes français voient qui tu es, mais peux-tu nous présenter ton co-auteur d'abord ?
Oui, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de sous-entendus, beaucoup implicites, et c'est pas forcément clair. C'est bon, la maison d'édition que j'ai fondée, publiée 300 titres, c'est plutôt, on va dire, dans la lignée du Parti communiste historique, canal historique. Voilà, on a un problème avec la réalité du PC aujourd'hui, mais voilà, donc c'est ce camp-là. Donc effectivement, cette tradition est très anti-gauchiste. Le gauchisme est péjoratif pour la tradition, en gros, léniniste. Hein, ça, il faut. Je le dis à des gens de droite parce que c'est tellement pas évident ces choses-là. Donc effectivement, ce sont plutôt des adversaires théorique. Mais ce que j'ai appris en discutant avec Gabriel Roquil, qui lui vient de ce courant-là, c'est à quel point il y avait une implication et un soutien de l'institution des États-Unis, surtout d'un certain nombre d'institutions liées au service. On parle d'agences, tout ça est assez sourcé. Et là, ce que j'ai trouvé assez passionnant, c'est que moi, ça fait des années que je m'intéresse un petit peu à ça. On pourrait croire que c'est du narcissisme, des petites différences à gauche. Mais en même temps, il y a un gouffre qui sépare en gros les communistes des gauchistes depuis tellement longtemps. Et là, avec Gabriel Roquil, j'ai l'impression qu'on a cerné véritablement le concept. Il m'a aidé en fait à terminer cette recherche-là, parce que à un moment, il faut vraiment vivre dedans. Et moi, ce qui m'intéresse énormément avec lui, je lui rends un hommage, c'est que bon, très clairement, c'est un renégat de la French Theory. Il a été jusqu'au bout du concept. Il a fait son DEA avec Derrida, il a fait sa thèse avec Badiou et avec Balibar comme son jury de thèse. Postdoc, etc., il en a mangé. 11 ans à Paris, entre 96 et 2007, ça lançait ses derniers feux, mais on était vraiment là-dedans. Et il en parle dans ce livre-là, mais j'ai vu dans un autre article, ce qui a été un déclic pour lui, c'est qu'à un moment, il est tout jeune élève. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il était garçon de ferme au Kansas. C'est vraiment le prolétariat. Et donc, il est animé par une volonté de comprendre en fait l'exploitation. Ça l'anime toujours. Et donc forcément dans sa naïveté de jeune provincial aux États-Unis, il cherche ce qu'il y a de meilleur dans l'émancipation, dans la critique sociale. Et donc pour lui, il voyait n'importe quel livre de Zizek comme quelque chose qui allait complètement changer sa vie. Et il se précipitait dans les années 90 sur chaque livre comme ça. Et donc il va à Paris, il obtient une bourse, il étudie avec tous les grands ponts, puis c'était encore vivant à cette époque. Hein, donc et il apprend. Alors c'est très rare pour un États-Unien. Je dis États-Unien parce que c'est du jargon, mais voilà, on va pas leur laisser toute l'Amérique non plus. Donc pour un États-Unien, c'est très rare d'apprendre les langues étrangères. Il parle un français sublime et il apprend même le latin. Il est capable et après, il se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et surtout, je crois que ce qui a fait un déclic, c'était en 2001, au moment de l'attentat contre les Tours Jumelles. On lui demande d'expliquer la situation. Et donc et là il s'est rendu compte que c'était pas le grand autre lacanien, l'objet petit a qui allait expliquer quoi que ce soit. Il se rend compte qu'il était démuni en fait pour expliquer le réel. Et c'est le début d'un long processus de remise en cause, d'autocritique en fait, qui l'a amené finalement aujourd'hui. Je dis renégat, mais je dis avec beaucoup de tendresse parce que c'est une immense autocritique et qui l'amène à faire le tour de la question. Aujourd'hui, on peut dire qu'il est devenu marxiste-léniniste. Voilà, donc d'où ce dialogue. Moi, effectivement, j'ai été très marqué. Le nom de cette maison d'édition c'était le nom de la rue d'un philosophe français qui s'appelait Michel Kouskar, qui était, on pourrait dire, le grand critique marxiste de mai 68. Ouais. Vous pouvez trouver beaucoup d'articles sur lesquels tu as écrit, d'ailleurs. Oui, exactement. Puis j'étais très ami, mais c'est un monsieur qui avait l'âge d'être mon grand-père, donc je parlais beaucoup de déférence, mais c'est surtout, et c'est vrai qu'il y avait pas que lui qui écrivait là-dessus. Faut pas imaginer que c'est une personne qui aurait tout imaginé. C'était un peu le point de vue du PC, mais lui, il a tellement mieux systématisé, même s'il était que compagnon de route, hein, il n'était pas membre du PC, mais il a tellement systématisé, vu les incidences, vu ce qui se passait à l'époque, justement avec tout ce qui tourne autour de ce qu'on appelait le marxisme occidental, parce que la French Theory n'est qu'un appendice en fait du marxisme occidental, mais c'est quand même été le gros morceau. D'abord vous avez l'école de Francfort, après la French Theory. Aujourd'hui, on va dire Badiou, Zizek et tout ce que ça représente, voilà. Mais ça, c'est les trois piliers, j'allais dire. Enfin, mais ce qui est intéressant, c'est que justement, Kouskar le voit avec un point de vue de classe en fait dans les années 60. Il voit la nocivité, il se met du point de vue du peuple français en fait et de ses intérêts, et y compris vraiment la nocivité au point de vue conceptuel. Et ce qui me frappe, c'est que Roquil arrive à ses conclusions et lui, il mène en fait surtout une enquête sur l'histoire des idées. Et comment tel ou tel courant est financé en fait à tel ou tel moment.
Et par exemple, en fait, il arrive à des conclusions qui sont absolument renversantes et qui ne font que confirmer nos intuitions, disons, philosophiques. Et là, je crois que... Parce que ce qui est bien, c'est qu'il y a un livre que tout le monde apprécie, à juste titre, c'est Qui mène la danse de Frances Stoner Sanders. C'est un livre... Qui est devenu totalement introuvable. Voilà, introuvable. On va le republier bientôt, les éditions Delga vont le republier. Mais c'est vrai que c'est un livre clé. Et là, on comprend vraiment, par exemple, le rôle du Congrès pour la liberté de la culture aux États-Unis, qui était, on dit, le plus grand mécène du XXe siècle. Ça, faut pas. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont mis le paquet dès les années 60 pour empêcher Neruda d'avoir le prix Nobel. Même Sartre était jugé trop subversif. Il fallait essayer c'est des gens qui ont, par exemple, financé tout l'art abstrait. J'ai rien contre l'art abstrait, j'aime beaucoup, mais ils ont décidé d'en faire une arme politique. Et c'est vrai que d'une certaine manière, l'Union soviétique avait renoncé à l'avant-garde des années 20 et 30. Il y a quand même, à partir du jdanovisme, il y a d'énormes erreurs qui ont été faites. Enfin, c'était peut-être un prix à payer aussi pour que la société soit plus homogène pendant la guerre, mais en même temps, ils avaient laissé le flanc à cette possibilité-là. Et justement, la CIA a eu toute une politique de récupération d'un certain nombre d'avant-garde qu'ils utilisaient contre le socialisme. D'où, par exemple, Jackson Pollock, l'Action Painting, qui va... on aime ou on n'aime pas, c'est pas la question, mais la façon même dont ils vont utiliser ça va être pour montrer la liberté individuelle, l'entrepreneuriat, etc. Ça va être utilisé dans ce but-là. Mais ce qui me frappe, c'est que Rockhill poursuit un petit peu ce type d'analyse, mais il le montre aussi avec un certain nombre de courants intellectuels. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que la Fondation Ford, qui, après la Fondation Rockefeller dans les années 50, la Fondation Ford et je parlais du Congrès pour la liberté et la culture, mais en tout cas la Fondation Ford est un des fondés de la CIA pour financer le milieu culturel. La Fondation Ford, en 1966, fait cette grande réunion au Johns Hopkins, à l'université Johns Hopkins. C'est là où ils invitent Deleuze, Derrida, Foucault, Barthes, Paul de Man, tout le monde est convié à ce moment-là, et ils décident véritablement de la lancer avec tous les moyens possibles, inimaginables. Au même moment, si vous lisez par exemple un auteur qu'on a malheureusement oublié, qui s'appelle Robert Allen, qui est un spécialiste du mouvement noir américain, surtout que c'était très intéressant d'un point de vue révolutionnaire, les années 60 aux États-Unis, dans la question de la lutte pour les droits civiques. Et il montre bien que la Fondation Ford, au même moment, dans ces années-là, 65, 66, 67, vous savez, les émeutes de Watts, etc., cette même Fondation Ford finance... Ce qui fait partie de leur stratégie, ils financent en fait une bourgeoisie noire américaine qui vont détacher du mouvement pour montrer il y a des gens qui... Vous coupez le mouvement noir entre une bourgeoisie qui va s'intégrer au système et représenter dans le système. C'est qu'on va mettre des gens qui vont... on change absolument pas le système, mais on met des noirs on saupoudre à certains endroits pour montrer que tout se passe bien, et tout l'aspect marxiste va être éliminé. Donc au même moment, vous avez le même type de financement. Donc c'est dans une logique identitaire, c'est-à-dire pour couper le mouvement des travailleurs en différentes entités qui ne peuvent plus se regrouper. Alors que tout le mouvement communiste depuis le départ est évidemment contre toute forme de discrimination. Il y a une forme de féminisme qui est évidente depuis les écrits de Marx. Enfin, ça a été porté. Vous avez, j'ai pas besoin de parler de Rosa Luxembourg, Clara Zetkin, etc. Enfin, et puis de toute façon, c'est un mouvement internationaliste. Mais l'idée, c'était que effectivement, chacun, s'il est attaqué dans ses origines, dans ses particularités, etc., c'est aussi de s'agréger au grand mouvement des travailleurs pour faire pression sur le capitalisme. Enfin, c'est une articulation du particulier et de l'universel. Ça a toujours fonctionné comme ça. L'idée, à partir des années 60, c'est on va faire des luttes identitaires. Et on va émietter le mouvement, et vous n'allez parler plus que de ça, surtout pas de lutte des classes. Il y a des nouvelles luttes qui vont remplacer les anciennes, et ça va permettre en fait à l'Empire, c'est une logique impériale, de sélectionner un certain nombre d'élites et dire tout va bien. Et cette logique-là, c'est comme ça qu'on a tué la gauche, enfin, d'une certaine manière. Alors, heureusement, ça peut partir. Aux États-Unis, ce qui est intéressant, c'est que je maintiens le terme de requiem. Je pense vraiment, surtout aux États-Unis, pas en France. En France, on est en plein dedans. Là, on n'a pas fini encore. Mais aux États-Unis, je crois qu'on est vraiment passé à autre chose. Et je donne un autre exemple. C'est au même moment. Moi, ce qui m'a le plus frappé, c'est... En fait, il m'a fait lire, je vois dans ses écrits, mais il m'a fait lire le livre de Tim Muller, qui s'appelle Krieger und Denker, c'est les guerriers et les penseurs. C'est un livre sur Marcuse, sur la biographie intellectuelle de Marcuse. Herbert Marcuse, je précise pour tes auditeurs, c'était le grand pape du mouvement estudiantin des années 68, Berkeley, aux États-Unis. Et lui, vraiment, il prônait le remplacement de la lutte des classes par de nouvelles luttes.
en disant la classe ouvrière s'est vendue pour un pas de lentilles, elle est intégrée au système, elle est dans la société de consommation, donc on va faire appel à des marginaux de différents groupes, et c'est ça qui va créer la révolution. On va faire avec les marges. Voilà. Si vous avez lu Michel Kouskar, notamment Néofascisme et idéologie du désir, c'est sa bête noire. C'est vraiment Marcuse, il a compris que c'est vraiment la personne qui est en train de tuer le mouvement ouvrier, enfin en tout cas de tirer à boulet rouge. Et ce que j'ai appris en lisant justement Tim Müller et l'analyse qu'en fait aussi Rockhill, c'est que bon, on savait très bien que Marcuse était un agent de l'OSS pendant la guerre, et ça, on peut pas lui reprocher. Bon, c'est un antifasciste allemand. Bon, bah, effectivement, il y a une lutte entre les États-Unis et l'Allemagne nazie. Bon, bah, il participe à l'effort de guerre. Ça, personne ne le reproche. Et d'ailleurs, il l'a reconnu. C'est pas un problème. Le problème, c'est que ses liens avec les services secrets, il les a gardés après. Vous savez que la CIA est fondée pas directement à partir de l'OSS sur d'autres personnes, une autre base. D'ailleurs, elle a une histoire beaucoup plus sale par rapport à l'OSS. Mais il y reste. On sait que par exemple, justement, il est financé par la Fondation Rockefeller en 1958 pour aller à Paris et faire en sorte que les marxistes qu'il rencontre deviennent des marxistes occidentaux. Alors, marxistes occidentaux, c'est un terme un peu... Ça veut dire vous... C'est de Perry Anderson, je crois. Oui, c'est vrai qu'il y a eu... Bravo, il y a une étude de Perry Anderson qui est très justement dans le sens du marxisme occidental, mais qui essaye de faire un peu le point. Récemment, vous avez Domenico Surdo qui, au contraire, prend le point de vue inverse. Le livre n'est pas encore... vous pouvez le trouver en italien. Mais en tout cas, le marxisme occidental, c'est très clair. Ça veut dire anti-soviétique, anti-léniniste. Vous avez un certain nombre de choix philosophiques. La plupart du temps, vous niez la dialectique de la nature. Vous réduisez le marxisme à une étude en sciences humaines. Vous en faites surtout pas une vision du monde. Vous en faites surtout pas une ontologie. Surtout pas que ça soit. Vous abandonnez la notion même de matérialisme historique et dialectique, et vous servez du marxisme un petit peu pour saupoudrer un peu ces différentes analyses. Et ce qui permet, par exemple, à un physicien, par exemple, va pas vous parler de dialectique de la nature. Mais en même temps, il va vous dire la baisse du temps, c'est du taux de profit. Ça, par contre, c'est valable en économie. Mais un économiste va vous dire, il va pas oser défendre la baisse tendancielle du taux de profit, mais il va dire, par contre, effectivement, telle théorie littéraire, là, le marxisme est valable, etc. C'est qu'en fait, c'est aussi une façon d'émietter le mouvement ouvrier. Alors que évidemment, c'est pas Marx tout seul qui a une philosophie, mais il s'inscrivait quand même depuis Platon, je veux dire, dans ce grand mouvement de la pensée matérialisme, dialectique et historique. Voilà, ça c'est cette question effectivement de la vision du monde, elle est très importante, parce que si vous changez d'ontologie marxiste, vous avez quoi? Vous avez l'ontologie heideggerienne, qui est l'analytique du Dasein, l'angoisse de l'être pour la mort. Je sais pas. Vous avez au contraire l'individualisme méthodologique du libéralisme. Enfin, il faut savoir c'est très important, cette question de la philosophie générale. Donc, et en fait, réduire le marxisme à des sciences humaines, ça a été un peu aussi le point de vue de l'école Francfort, ce qu'on appelle le marxisme culturel. C'est souvent à droite. Je m'amuse parce que les gens qui sont de toute façon très anti-marxistes à droite mélangent tout. C'est-à-dire que on emploie ça tous ces sauces, c'est souvent très mal défini. On ne sait pas de quoi on parle. Entre, je sais pas, quand ils parlent de gauchisme, on ne sait pas s'ils parlent de Mao Tse-tung ou de François Hollande. Il paraît que maintenant le pape est woke. Enfin, précisons quand même les choses. Mais surtout, ce que les gens ne voient pas, c'est à quel point justement, il y a dans cette perspective de guerre froide, il y avait une lutte contre l'URSS, contre les pays socialistes, et c'est à l'intérieur même ou du marxisme ou lors d'une certaine politique de gauche qu'on a essayé de diviser en fait le camp. Et donc voilà, Herbert Marcuse, dès 58, il écrit en plus des rapports à la CIA, et après devient le pape. Justement, effectivement, de tous ces grands mouvements communautaire en fait qui s'adresse et c'est l'ancêtre effectivement du woke. Il y a quelqu'un qui l'a bien compris là, un jeune homme de droite qui s'appelle Pierre Valentin. Il a fait un livre chez Gallimard sur les woke. C'est un des seuls qui voit au moins la perspective historique. Simplement, il connaît pas l'histoire de Marcuse parce que il parle pas de ce problème-là. Et alors qu'il faut vraiment véritablement remonter à cette généalogie. Et surtout, je crois qu'ils se rendent pas compte. Ils se rendent pas compte à quel point c'est à l'intérieur même du marxisme qu'il fallait jouer. Ou alors, et c'est vrai qu'avec la French Theory, là on s'est permis, on allait un pas plus loin que par rapport à l'école de Francfort, parce qu'on a mis en place des gens à la Foucault, à la Deleuze. Alors là, le mot de passe, c'est l'anti-hegelianisme théorique. C'était vraiment, on détruit la notion même de dialectique, ce qui est un mot de passe pour détruire Marx en fait. Et effectivement, l'idée même de généalogie historique à la Foucault, ça veut dire que chaque époque a ses catégories de pensée. Donc le marxisme, ça veut dire que c'est lié au 19e siècle, c'est comme un poisson dans l'eau du 19e siècle, mais en dehors il meurt.
Et par exemple, d'après Foucault, si vous voyez dans le mot des choses, au contraire, au XVIe siècle, c'est parce qu'ils étudient beaucoup avec Derrida, ils utilisent beaucoup pour eux, c'est l'époque où, au contraire, c'est l'époque de Descartes, donc où on réprime la folie, donc ils étudient particulièrement, ça les intéresse particulièrement cette histoire et cette époque. Et Foucault va vous dire le XVIe siècle, par exemple, n'est pas du tout marqué par l'économie politique. En manque de bol, c'est le premier mot économie politique, c'est Antoine de Montchrétien, le traité d'économie politique, c'est 1715, c'était au cœur même de l'époque que traite Foucault. Donc il y a plein et c'est tout ça pour montrer qu'en fait le marxisme serait pas valable à son époque. Il y a un anti-marxisme systématique, donc justement une anti-dialectique. Ça joue sur quelqu'un comme Althusser, qui a été très connu à un moment, mais Althusser a réussi à faire une sorte de Marx sans dialectique, sans aliénation, sans humanisme, enfin en tout cas le désosser pour complaire à cette espèce d'heure du temps qui est typique de la French Theory. Et je parlais justement de ces ontologies nietzschéennes, heideggeriennes, qui reviennent en fait, mais qui sont acclimatées avec un langage de gauche, parce que c'est évident que on peut pas les prendre dans le texte. Il fallait en plus passer par la France, parce que c'est pas véritablement, surtout, ce sont pas tellement des auteurs qui lus véritablement dans le texte peuvent passer pour des gens de gauche. En Allemagne, ils le lisent directement. Il n'y a pas de traduction euphémisante, ça ne fonctionne pas. Donc, mais ça fait partie, disons, c'est un des mécanismes de la French Theory. Et voilà, c'est mis en place, c'est subventionné. Alors, certainement, personnellement, je vous ai bien compris que je suis marxiste, donc c'est pas là. Moi, je suis pas complotiste au sens, il peut y avoir des complots dans l'histoire. L'incendie du Reichstag, c'est un complot. Bon, voilà. Il y en a pas, ça dépend. Et puis de toute façon, au bout d'un moment, il y a des effets de structure. Pour un marxiste, un groupe social, il n'y a pas besoin que ça passe par une conscience particulière de telle ou telle personne pour que ça joue à plein. Après, vous avez des mécanismes économiques qui se mettent en place. Et notamment, pour la French Theory, vous avez tout un marché. Et sinon, à partir du moment où vous rentrez sur ce marché, ça suffit les choses roulent d'elles-mêmes parce que il n'y a aucune valeur d'usage, à dire, pour le mouvement ouvrier. Mouvement des travailleurs en règle générale. Par contre, une valeur d'échange énorme parce que là, c'est toute une économie. Par exemple, Gabriel Roquil, une des raisons pour laquelle ça paraît étonnant, on a l'impression de le découvrir dans ce livre, alors ce qui est différent quand on est dans une perspective aux États-Unis, c'est que il y a un certain nombre de livres qui ont malheureusement pas pu paraître. Il devait écrire un livre à la Fabrique, qui est un éditeur. Là, on pourrait dire vraiment je trouve que c'est un bon éditeur d'ailleurs. Surtout Eric Kazan, c'était une personne exceptionnelle, mais effectivement c'est complètement lié et il publie beaucoup d'auteurs de la French Theory. Et là évidemment il n'a pas pu sortir son livre parce que forcément au bout d'un moment, si vous critiquez toutes ces personnes-là, c'est pas possible. La plupart des éditeurs de gauche les ont dans leur catalogue, sauf les éditions des gars évidemment parce que là, dès le départ il y avait disons un fort doute par rapport à cela. Je leur reproche pas d'ailleurs, je comprends très bien que effectivement vous avez un certain nombre d'auteurs, vous pouvez pas publier quelqu'un qui raboule le rouge sur eux, ou alors sinon vous organisez un débat, c'est compliqué, vous faites une véritable scission, et j'allais dire il y a d'autres éditeurs, c'est ce qui se passe, mais ce qui fait qu'on arrive avec un peu de retard. Normalement ce livre doit paraître à la Monthly Review. Et c'est là où je suis très content, c'est qu'en France, je pense que nous sommes assez marginalisés, pour X raisons, c'est peut-être aussi notre faute. Mais aux États-Unis, par contre, là, ça va paraître la Monthly Review. J'ai parlé à John Bellamy Foster, qui va préfacer le livre. La Monthly Review, c'est extrêmement prestigieux aux États-Unis. C'est la plus grosse revue marxiste. C'est eux qui avaient publié le texte d'Einstein sur le socialisme, sur l'apologie du socialisme après la guerre. Donc, et je crois aussi que c'est quand même un signe. Parce que quelqu'un comme Gabriel Roquil prenne autant de risques, parce que c'est vrai, il est professeur d'université à Villanova, c'est l'université à Philadelphie, il était censé en fait enseigner la French Theory, c'est pour ça qu'il avait été nommé. Et là, ça marche pas, il refuse. Voilà. Je pense que quand on prend autant de risques comme ça, et y compris, ça montre quelque chose qui s'est passé dans la société aux États-Unis. J'en parlais même justement avec John Bellamy Foster, qui a un côté un peu Herr Doktor, quoi. Vraiment, c'est vraiment le philosophe à l'ancienne. Des fois, j'ai l'impression qu'il me parle allemand. Notamment, c'est plutôt hegelien comme point de vue. Et je vois le côté polémique intellectuel. Je vois bien que c'est pas son truc. Mais j'ai dit, mais qu'est-ce qui justement pourquoi vous nous défendez, qu'est-ce qui vous a convaincu? Et il me dit, d'habitude, on prend soin de ne jamais diviser la gauche. Je peux comprendre.
mais là ça va trop loin, c'est du irrationalisme. Il y a un livre qui est absolument, qui est très connu dans le marxisme, qui s'appelle La destruction de la raison. C'est une critique marxiste de l'idéologie allemande qui a mené de Schelling au nazisme. C'est le livre de Georg Lukács. Voilà, c'est très important sur comprendre En fait, ça part de la critique de Hegel, et tout le courant de l'irrationalisme allemand, en passant par Schopenhauer, par Nietzsche, etc., jusqu'à en fait des prodromes du fascisme. C'est un livre célèbre. Et bien il dit la suite de la destruction de la raison, c'était la French Theory. Après 45, ça a été il pouvait y avoir que les Français pour des raisons évidentes, parce que justement ceux qui de toute façon sont les États-Unis avaient déjà récupéré les marxistes de l'école de Francfort. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que justement, cette récupération, cette protection légitime des marxistes de l'école de Francfort aux États-Unis, ça a amené des compromissions énormes. Horkheimer a fini par soutenir la guerre du Vietnam. Adorno n'allait pas jusque-là, mais quand même en 1956, l'affaire de Suez, il soutient aussi. Et surtout une dépolitisation complète. Mais avec la French Theory, vous mettez un pas plus loin, justement dans l'antimarxisme, dans l'antidialectique, dans le nietzschéisme de gauche. Voilà, mon premier livre, ça statue là-dessus, parce que j'essaie de cerner le problème. Mais là, Rockin m'aide vraiment à boucler la boucle. Et je crois qu'on comprend bien. Alors le problème, c'est voilà, on en est là. On en est là maintenant. Et en France, c'est terrible parce que ça continue de rendre cette gauche complètement informe, amorphe, etc. Aux États-Unis, je crois aussi qu'il y a comme une tendance lourde. Il y a eu, par exemple, une grève énorme en 2023 dans le secteur de l'automobile qui a duré énormément de temps et qui a été victorieuse. Vous avez les révoltes, par exemple, sur le campus. Sur les campus, c'est pas que du wokisme. Là, par exemple, sur la question de la Palestine, en fait, c'est incontrôlable. Ils n'arrivent pas à le contrôler. Il y a véritablement une effervescence. Et le mot socialisme est partout. Le socialisme, c'est l'avenir pour eux, aux États-Unis. C'est quelque chose qui est nouveau. Donc ça fonctionne. Les gens en ont marre en fait du côté justement la politique identitaire, etc. Ils en ont soupé. Ça fait 40-50 ans qu'ils sont là-dedans. Ils commencent à voir l'impasse. Donc le côté ce retour des idées socialistes. Bien sûr, on parle du pays le plus capitaliste du monde. Hein, donc mais déjà ça, c'est pas comme l'Empire britannique. C'est pas une société de caste. Il y a un esprit démocratique malgré tout, comme l'a vu Tocqueville. Et justement ça s'exprime aussi d'une certaine manière. Il y a un signe. Enfin, c'est pour ça, en tout cas, voilà, finalement, nous, on arrive plutôt, parce qu'on a peut-être plus d'autonomie en France, on arrive à publier les choses plus tôt, mais ce qui est intéressant, c'est que ça va paraître aussi en anglais. Il va falloir aussi répondre. Il y a une polémique, il y a un article très bon de Rockhill contre Slavoj Žižek, il l'appelle le bouffon de l'Empire, parce que si on voit toutes les positions de Žižek, là aussi, c'est très étonnant, cette personne-là qui, pendant 40 ans, a été un dissident en Yougoslavie, participe à l'élection présidentielle où il demande à tout privatiser, et 5-6 ans après, on le trouve à faire le bouffon. Enfin, c'est une vision bouffonne du marxisme qui donne dans tous les médias. Alors, il y a beaucoup de talent, certes, et puis après, pour prôner des positions qui sont toujours systématiquement pro-OTAN. Donc, parce que, en fait, au bout d'un moment, ce qu'il fallait tuer, en fait, c'est la notion d'anti-impérialisme. Parce que vous aviez justement l'Empire américain, il fallait s'opposer aux pays socialistes qui représentaient véritablement une menace. Et donc, il fallait absolument détruire tous ces partisans d'États socialistes, donc en émiettant un certain nombre de luttes et en affaiblissant, en fait, c'est le marxisme comme vision du monde. Et j'allais dire... Moi, je veux dire, j'ai absolument pas besoin de me dire que quelqu'un a dû à un moment avoir ou tel financement, parce qu'il suffit que de toute façon, il rentre dans une certaine logique de pensée pour que de toute façon, il y ait tel intérêt. C'est le phénomène de lutte de classe idéologique qui existe partout. Et au bout d'un moment, vous avez plein de gens qui sont simplement des disciples, qui suivent le courant, parce que ça fonctionne comme ça. Mais pour les personnes clés, à chaque fois, comme vous voyez carrément une aide institutionnelle extrêmement bien pensée. Il faut d'ailleurs rendre hommage à leur capacité. C'est pour ça que je veux dire la CIA et Kluska, ils étaient aussi bons finalement pour avoir prévu cette possibilité-là. D'ailleurs, ce qui m'amuse beaucoup aujourd'hui, c'est qu'il y a un tel changement de personnel que ça va affaiblir leur défense immunitaire. Mais voilà. Mais justement, c'est pour ça que à la fois ce livre-là particulièrement, mais ton travail en général m'intéresse pour les miens, parce que objectivement, on peut te lire sans être d'accord avec toi, si tu veux, parce que moi, il y a 3 choses dans ce travail qui intéresseront les miens. La première, c'est comment on fait réellement une guerre idéologique.
Une guerre idéologique, c'est des pressions, c'est du pognon, c'est très matériel, une guerre des idées. C'est rarement sanglant, ce qui ne veut pas dire que ce ne l'est jamais. Ouais. C'est du savoir, beaucoup de savoir-faire. Voilà. C'est énormément de savoir-faire, et donc, si tu veux, quand je vois ce qu'on appelle guerre culturelle en France, ça me fait un peu marrer. Parce que, vous vous rendez compte, on a mis un nouveau rédacteur, 14e couteau au Figaro, ça y est, on va gagner. Bon, si tu veux, c'est... tu vois, tu as eu toute une tentative droitière qui dure depuis la nouvelle droite, de toute la pensée gramsciiste. Bon, qui a été un échec. Cette récupération a été un échec très lourd, mais... si tu veux, beaucoup de gens dans les réseaux de droite, chez les gaullistes moins, mais dans les réseaux de droite se sont illusionnés sur ce qu'est une guerre idéologique. Là, tu as une vraie guerre idéologique telle que c'est menée quand tu es puissance dominante. Tu vois, là on met les choses un peu à niveau. Deuxième chose, les miens y trouveront le fait qu'une partie non négligeable des cautions intellectuelles du système qu'ils combattent. Alors certes, nous, on n'a pas énormément été versés dans le mythe du marxisme culturel. Mais il faut être honnête, toute une partie des réseaux atlantistes d'une partie de la droite ont fait venir tout ce vocable libertarien et autres sur le marxisme culturel, grosso modo, de Démocrite à Babeuf, de Babeuf à Marx, de Marx aux cheveux bleus. Bon. Moi, à titre personnel, j'ai toujours soutenu que c'était pour les miens une immense perte de temps, que les woke, pour la plupart, n'ont pas de revendications sociales, très peu. Ça ne les intéresse pas, parce qu'ils veulent avant tout une politique de la reconnaissance identitaire individuelle. C'est-à-dire qu'ils sont ce qu'ils pensent être, ils sont en réalité tellement déterminés qu'ils sont enfermés dans leur tête. C'est très libéral comme démarche en fait. Tu vois, et ils imposent à la société non pas ce qu'ils sont, ils ne sont plus maîtres de ce qu'ils sont, mais ce qu'ils pensent ou aimeraient être. Et la société doit plier à un délire individuel. C'est-à-dire, bonjour, je suis une cafetière. Si tu veux, change-moi les grains. Et la société doit plier. C'est-à-dire que, tu vois, c'est qui vous dit que je suis un homme. Tout le plateau s'arrête. Dans une société normale, on appelait les infirmiers, mais là, tout le plateau est obligé de dire « Ah oui, c'est une femme ». Et tout le monde doit vivre avec si tu veux, c'est un processus psychiatrique ce qu'on appelait la folie à deux. C'est-à-dire que tu es obligé d'entrer dans le délire d'un grand délirant. Mais c'est vraiment la pensée libérale, enfin, c'est une conséquence même de l'individualisme idéologique. Enfin, là, c'est vraiment... non, mais ça très clairement. Ce n'est pas possible dans un système holiste, ce n'est pas possible dans un système socialisant. En tout cas, ça se conçoit pas. Mais si tu veux, ça n'a rien à voir avec le marxisme historique, pour le coup, auquel on peut reprocher des tas de choses. C'est pas la question. La question, c'est de ne pas combattre des gens avec des armes inadaptées. Ce qu'une partie des miens fait. Parce que ils sont face à différents visages du gauchisme et ils pensent qu'il faut revenir à une sorte de guerre froide idéologie caronienne contre ces gens-là. Or, ils ne se rendent pas compte que c'est nous qui avons perdu la guerre froide et c'est eux qui l'ont gagnée. Oui, ça c'est vrai. Oui, c'est vrai les tiens aussi l'ont perdu, mais les miens l'ont perdu, la guerre froide. Oui. Donc, de toute façon, on fait que discuter. Faut pas imaginer les miens, les tiens. Qu'est-ce qu'on c'est intéressant d'échanger en plus des points de vue. Non, je tiens à préciser pour comprends pourquoi je le fais. Oui. C'est que si tu veux, je dois aussi faire comprendre, parce que moi, si tu veux, il y a relativement peu de gens de ton public qui m'écoutent. Mais je dois faire comprendre à ceux qui ont une sociabilité
souverainistes, nationalistes ou gaullistes, que ce type d'ouvrage est lisible par eux et d'un côté que ça s'adresse aussi à eux. Oui, peut-être. Tu vois, je suis d'accord. C'est ça que je suis en train de me dire. C'est tout simplement parce que, si tu veux, que quelqu'un qui soit marxisant ou socialisant anti-gauchiste, ou quelqu'un qui est néo-marxiste, que les éditions Delga s'adressent à lui, je pense qu'ils ont compris. C'est ça, oui. Tu vois, je pense qu'ils ont pigé. Oui. Or, tu vois, c'est comme les écrits de la Croix-Rise. Les écrits de la Croix-Rise, les miens doivent s'y intéresser. Même si ça s'adresse peut-être pas à eux en premier ressort. Il y a un caractère objectif, quoi. Tu vois, voilà, c'est ça que j'essaye de dire. Et il y a un dernier caractère objectif dans ce livre qui m'intéresse, c'est le fait de la centralité historique de la guerre froide. Or, aujourd'hui, en historiographie, et c'est peut-être pour ça, parce qu'on va conclure l'entretien dessus, qu'il y a aujourd'hui un tel gap entre les États-Unis et un pays comme la France. Aujourd'hui, tu lis un manuel de Cold War Studies américain et tu lis un Armand Collin sur la guerre froide universitaire, tu as l'impression qu'on ne parle pas du même conflit. C'est trop loin. La France a un retard de traduction sur la guerre froide de l'ordre de 25 ans. William Appleman Williams, par exemple, n'est même pas traduit, je crois. Donc, pourtant, c'était fondateur. Sur rappelle-moi le titre. Alors, le titre m'échappe, mais c'est celui qui montre que simplement déjà l'URSS sort tellement affaibli de la guerre qu'elle n'a pas d'idée, de toute façon, d'envahir les États-Unis. Ça n'est pas juste pas possible. Voilà, c'est un peu la même chose sur la Russie aussi. On pense qu'elle va envahir l'Europe, mais c'est pas, le rapport de force n'est pas là. Donc ça crée un certain nombre de. Mais je te donne un exemple à quel point justement cet anticommunisme de guerre froide qui est tellement ridicule. Enfin, moi je le trouve particulièrement ridicule, mais au bout d'un moment, il fait faire des erreurs stratégiques. Je voyais des commentateurs sur LCI sur la guerre en Ukraine. Ils me disent de toute façon l'armée russe est tellement nulle parce que pendant la guerre, c'est les Américains qui la finançaient. Mais ils connaissent pas les chiffres du pré-bas, ils savent pas quand c'est arrivé. La plupart du temps, c'était 4% des flottes de guerre et c'est arrivé massivement après Stalingrad. Donc évidemment que l'armée rouge a résisté avec une économie de guerre qu'ils avaient réussi à monter. Donc c'est évident que l'armée russe, c'était pas simplement un tigre de papier. Alors on peut discuter après des résultats auxquels ils sont parvenus, mais en tout cas, ça leur fait des erreurs stratégiques grotesques. Enfin, il faut jamais. C'est l'ami qui disait, je ne méprise presque rien. Il faut jamais mépriser qui que ce soit. De toute façon, et ce qui est intéressant, c'est que justement, on parlait avec des souverainistes de droite. Pour moi, le mot souveraineté, ça vient de Jean-Jacques Rousseau, j'ai pas de problème avec ça. Et puis, étant internationaliste, je suis pour toute l'existence des nations, et particulièrement attaché à la mienne aussi. Donc, bien sûr que ça fait une base pour discuter. Et c'est sûr que je vais pas être invité par toute cette gauche qui, de toute façon, on attaque constamment. Donc, c'est sûr qu'à chaque fois que je vois le discours trotskiste, je leur rappelle l'existence des 4 articles de Trotsky pour l'indépendance de l'Ukraine, qu'on commence par discuter de ça, et effectivement, on discute pas de ça. Donc, les 4 articles de 1939 de Trotsky pour l'indépendance de l'Ukraine. C'est trop lourd. Donc, je comprends que finalement, on puisse justement trouver une base sur effectivement c'est quoi la politique de la CIA, que nous apprécions pas spécialement. Donc voilà, c'est même pour ça qu'effectivement tout l'intérêt de discuter de ça, chacun effectivement garde ses positions. C'est pour ça que je prenais cet angle-là, parce que si tu veux, quand on n'en est pas, si tu veux, c'est dur. Moi, je comprends une partie de mes camarades qui peuvent d'ailleurs me le reprocher. Moi, je suis historien des idées politiques, donc moi, si tu veux, le duel intellectuel, tu vois, par exemple, un ouvrage comme celui de Lukács sur la destruction de la raison, moi, c'est un ouvrage qui m'aide énormément à comprendre comment l'Allemagne est devenue l'Allemagne. Ça nous a coûté 50 millions de morts, ces conneries. Enfin, tu vois, parce qu'à un moment, c'est payé avec du vrai sang, avec des vrais gens. Et au moins 5 invasions du territoire français en 150 ans, c'est pas n'importe quoi. Il faudrait y réfléchir aussi par rapport à la situation militaire aujourd'hui et aux concessions qu'on va faire à l'Allemamme. Nous sommes entièrement d'accord, tu vois. Si tu veux, entièrement d'accord. C'est-à-dire que, si tu veux, c'est aussi pour ça que j'ai beaucoup de considération pour le travail qui a été tien en tant que fondateur des éditions Delga. C'est que ça a mis à notre portée des textes qu'on connaissait pas nécessairement, parce que c'est pas notre tradition, qui étaient devenus pour la plupart extrêmement difficiles à trouver, plus ceux que vous avez créés vous-même.
Mais ne serait-ce que la politique de réédition, tu vois, par exemple, ce que vous avez fait sur Clouscar, c'est quand même remarquable, parce que c'est un auteur qui, avant que tu t'y intéresses, a été gommé, effacé. Mais tu vois, c'est pour ça que je ramenais ça à l'optique des camarades du cercle, c'est que ce type d'ouvrage, nous, tu vois, on va en traduire dans les années à venir, on est en train de traduire le premier sur l'histoire réelle de la guerre froide, parce que grosso modo, à l'exception de la guerre du Pacifique, qui est en train de beaucoup évoluer, grâce à des gens comme Jean Lopez, comme Laurent Henninger, comme la revue Guerre et Histoire et autres, la France est maintenant totalement à niveau, voire un peu en avant sur l'étude du second conflit mondial. On s'est mis à niveau, la fin du mythe de l'invincibilité de la Wehrmacht, on s'est mis totalement à niveau. Le général Graves, par exemple, qui est très très important sur le front de l'Est. Il y a le général Graves sur le... ouais. Mais par contre, on a un vrai retard sur la guerre froide. Mais un retard de l'ordre de 25 à 30 ans de publication. Oui, puis il y a le problème de l'ouverture des archives aussi, qui sont pas toutes là, qui sont pas toutes disponibles. Tout à fait. C'est sûr. Là, il y a un point de la guerre froide idéologique dont nous avons été victimes. Tu vois, si tu veux, parce que toi, c'est des débats que tu connais par cœur et que tu maîtrises par cœur, mais tu vois, pour bien comprendre que ces débats-là ne concernent pas que des gens qui ont soit une pensée ou un espoir ou une nostalgie communisante, mais ça nous concerne tous parce que la guerre froide nous a tous vaincus. Et le monde pourri qui nous domine, toi comme moi, quelles que soient nos différences par ailleurs, est issu de la guerre froide. D'ailleurs, il en a tous les tics. Enfin, il suffit de passer 10 minutes devant LCI, on a compris. Oui, c'est sûr. Tu vois, le LCI, c'est la version hystérique, au sens clinique du terme hystérique, des émissions de guerre froide des années 50. Tu vois, mis à part qu'avant, dans les années 50, c'était fait par des gens mieux habillés, plus polis, mieux éduqués. Et puis on n'avait pas les reliquats des télés européennes, c'est-à-dire un déchet de la télé suisse, un déchet de tel truc, parce qu'aujourd'hui le PAF français est devenu un égout collecteur du pire de ce qui se fait ailleurs. Mais pensez à la propagande de l'époque de la guerre d'Algérie, c'est à peu près le même degré de non-information par rapport aux événements en Ukraine, c'était véritablement ça depuis 2 ans, depuis 3 ans maintenant, voilà. Bien sûr, d'ailleurs vous aviez publié un des premiers très bons bouquins, je me rappelle, en 2014 sur la guerre d'Ukraine. Oui, je crois qu'on était... Vous avez été parmi les premiers, c'était... On a commencé, c'est vrai qu'on avait commencé à voir le problème, c'était le coup d'état de là, il faut quand même... me dire, mon cabinet y était, donc je vais te dire, je peux te le dire que ça a commencé là, oui, ça c'est sûr. Oui. Si on n'explique pas à partir de là, effectivement, on ne comprend pas pourquoi. Mais, tu vois, de revoir des institutions, je pense aux services de presse de l'OTAN, etc., l'influence culturelle qu'ont eu les services américains, si tu veux, on ne se rend pas compte ce qui ne veut pas dire que tout ce que les institutions, que les services américains ont arrosé, que tout ça est stérile culturellement. Bon, c'est pas parce que les Américains aident à la naissance de l'EHESS que Brodel n'a rien apporté à la science historique. Tu vois, bien sûr, si tu veux, non mais au cas où. Tu vois, oui, c'est important de le dire, oui, tu as raison. Parce que qu'on ne te fasse pas dire ce que tu n'as pas dit. Tu vois, or, si tu veux, la seule chose, c'est qu'on n'est pas au niveau en termes de guerre culturelle. Quand on lit des bouquins comme ça, on se rend compte de ce que c'est une guerre culturelle par des gens qui la pensent. Exactement, oui. C'est justement, ils ont été choisis parce qu'ils n'étaient pas mauvais, et surtout, par exemple, ils ont appelé ça néostructuralisme. Quand on dit French Theory, mais ils disent néostructuralisme parce que le structuralisme est un courant important, fécond, mais c'est une manière aussi vous parlez des structures pour ne pas parler de l'évolution des structures, donc vous mettez à mal la dialectique. Mais vous avez des spécialistes du structuralisme, soit Lacan dans l'inconscience, Lévi-Strauss, effectivement, Roland Barthes dans le domaine de la critique littéraire, et même Althusser a essayé de faire du structuralisme marxiste. Ça a une valeur, l'étude des structures a une valeur en soi, de toute façon. Donc c'est la pensée générale, c'est par rapport justement à la vision du monde qui est proposée, que là ça peut être particulièrement fin, et c'est justement parce qu'ils n'étaient pas mauvais qu'ils ont été choisis. Oui, voilà, tu vois, si Dieu, ce n'est pas... Tu vois, on s'en rend compte à travers l'ouvrage, c'est-à-dire que à niveau, ça donne ça. Tu vois,
Alors il est vrai, et ça sera notre dernier point ensemble, il y a aussi un autre truc qui ressort quand même de ton ouvrage. C'est que, fallait voir ce que c'était les Cold Warriors. C'était des mecs épais, quoi. Or, c'était des mecs redoutables. Moi, j'ai travaillé sur Dina Chesson et sur les frères Dulles. Il faut quand même reconnaître que ces mecs-là ont été les planificateurs de la mondialisation. Ces mecs-là ont changé le monde. Pas pour le bien, souvent d'ailleurs pour leur bien eux, parce que les Dulles étaient en plus des affairistes. On l'a vu dans le cas indonésien, des trucs absolument glauques à souhait. Même en France. Dans l'affaire de Jean Moulin, Alain Dulles, à mon avis, il y a un lien évident sur. Tu vois, mais on se rend. Mais par contre, quand on voit ce qu'est l'impérialisme aujourd'hui, on se rend compte quand même ils sont quand même moins épais. Hein. Tu vois, faut voir ce que c'est. Hein. Mais par exemple, Nikolai Nabokov, c'était un des grands, pas argentier, mais une des personnes qui soutenait le mieux le Congrès pour la liberté de la culture. C'est un très grand compositeur. Et quand je vois le J.D. Vance qui vient de découvrir que non, les gens qui vont à des concerts de musique classique, c'est pas simplement par snobisme qui s'y trouvent un intérêt. Ils découvrent la lune, quoi. Et il y a un problème de niveau. Ça m'intéresse beaucoup pour ça, le tropisme, parce qu'ils sont véritablement en train de changer le personnel. Et on va voir ce que ça donne. C'est des contradictions, tant mieux si on les aiguise. Hein. Mais je pense que les États-Unis, je maintiens le mot requiem pour les États-Unis. Ils sont vraiment en train de passer à autre chose. C'est possible. Et nous, par contre, on a encore pour très longtemps. Toi, tu penses que, de toute façon, aujourd'hui, le centre, particulièrement, ça s'est accéléré évidemment depuis novembre dernier, mais aujourd'hui, vraiment, le système mondialiste est vraiment revenu sur ces terres. Il est vraiment revenu en Europe. J'ai peut-être oublié de le dire, mais à partir du moment où vous avez une gauche qui s'unit électoralement en France sur le fait de livrer des armes à l'Ukraine, c'est que vous n'êtes pas posé la question de l'impérialisme. Donc, parce que même d'un point de vue marxiste, même si vous pouvez être très critique sur la Russie, pensez qu'il y a un impérialisme russe, ça se discute, mais vous pouvez penser qu'il y a un impérialisme russe. D'accord. De toute façon, vous ne devez pas soutenir votre propre impérialisme. En logique marxiste-léniniste, vous ne faites jamais ça. Vous devez d'abord combattre votre propre impérialisme dans votre pays. Donc, de toute façon, ils ne font pas ça. Donc, ils ont abandonné cette tâche-là. Donc, de toute façon, de ce point de vue-là, ils se sont fait avoir par l'Empire. Le critère de base, c'est quand même l'anti-impérialisme. A priori, on est passé de Che Guevara à n'importe quoi. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pourquoi. Et il faut comprendre les racines idéologiques de ça. Si tu veux, tu vois, on se rend pas compte que. Parce que, si tu veux, vu de loin, la notion d'anti-impérialisme était conservée dans tout le post-tiers-mondisme ou l'indigénisme tiers-mondiste qu'on prend dans la gueule, nous, à intervalles réguliers. Et donc, on est devenu un peu sourd à ces débats-là parce qu'à chaque fois, ça nous revient dans la gueule. Mais ce que tu dis, d'ailleurs, c'est ce qui ressort du livre, c'est qu'en réalité, la notion d'anti-impérialisme a été très lourdement déconstruite par le système. Oui, c'est ça. Justement, en décolonial studies, parce que ça permet justement tu représentes des gens dans l'histoire de l'Empire, et tu es un des représentants dans l'Empire. C'est pour ça que d'ailleurs, Rockhill dit très bien, on ne fera plus appel à des Français. Maintenant, on parle de Walter Mignolo, Gayathri Spivak, on parle de marche de l'Empire. Ça marche comme ça. Des gens vont représenter leur peuple finalement, bien qui vont rester évidemment dans le giron de l'Empire. C'est comme ça que c'est pensé. Donc cet indigénisme-là, justement, c'est le contraire d'une lutte anti-impérialiste. C'est le contraire d'une lutte pour la souveraineté nationale. Que chaque peuple mérite. C'est pour ça que pas moins la Corée du Nord qu'un autre. Tous les peuples ont droit à leur souveraineté. Si vous n'avez pas de souveraineté, vous pouvez rien bâtir. C'est pas la peine. Hein. Sinon, vous êtes comme je me souviens, ce président italien Napolitano, communiste, Kissinger disait c'est mon communiste préféré. Ça sert à rien d'être communiste si vous n'avez pas la souveraineté nationale. C'est pas la peine. Il faut d'abord avoir cette indépendance politique. Et là, vous bâtissez le système que vous voulez en accord avec le peuple. C'est une évidence. Mais l'Empire va pas vous laisser bâtir le système que vous voulez. C'est pas possible. De toute façon, vous rentrez dans un système d'exploitation mondial. Et par contre, il va évidemment sélectionner. Il a pas besoin. L'Empire n'a pas besoin d'être raciste. Il va sélectionner tel ou tel penseur, tel ou tel représentant pour montrer que voilà, il tient bien ses populations.
Il faut sortir de cette logique-là, c'est complètement mortifère. Oui, mais je veux dire, ça n'intéresse pas que les marxistes, je crois que ça intéresse n'importe quel patriote. Je répète, les marxistes ne sont pas des cosmopolites bourgeois, ce sont des internationalistes. Ils reconnaissent l'existence des nations. Il n'y a pas de négation de la question nationale, c'est un fait. On n'a pas dépassé, peut-être qu'un jour l'humanité dépassera, peut-être une forme d'unification dépassera un certain nombre de particularismes, et peut-être tant mieux, mais la réalité nationale, elle existe. Voilà, effectivement... et donc de ce point de vue-là, je crois que le terme de patriote, c'est justement le patriotisme, comme disait De Gaulle, c'est l'amour des siens, le nationalisme, c'est la haine des autres. Si on se met d'accord sur cette définition, on peut en retrouver d'autres, mais a priori, la notion de patriotisme ne me gêne pas. Et simplement, je la reconnais pour n'importe quel peuple. Oui, bien sûr. Non, mais ça, c'est tout à ton honneur. Ça, si tu veux, là, c'est un point que nous avons en commun. Donc, ça, si tu veux, je cherche pas spécialement à en trouver, mais il se trouve que là, de ce point de vue-là, c'est pour ça que je pense qu'on arrive à discuter. Je pense qu'on aura d'autres occasions. Ah, mais avec grand plaisir. En tout cas, je recommande vraiment la lecture de ton ouvrage avec ton co-auteur Gabriel Roquil, Requiem pour la French Theory, aux excellentes éditions Ondelga. Chers amis du Cercle Aristote, vous savez comment nous aider. Si vous ne savez pas, tout est écrit dans la vidéo. Vous avez un lien vers l'ouvrage de notre invité. Et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à soutenir le Cercle Aristote, à faire passer cette vidéo, à mettre le pouce bleu, à nous aider par Tipeee, par Twitch et par tous nos autres réseaux. Bon courage à tous et je vous dis à très bientôt. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.